tous, merci d'être là ce soir. On a déjà 2 séances à notre actif. On avait reçu au mois de novembre le critique d'architecture Valérie Didelon. Et puis on avait eu ensuite Eva Barois de Cavel qui était venue nous parler de son métier de commissaire d'exposition indépendante en décembre. Donc on poursuit notre série d'invitations, le but étant de mettre à l'honneur des professionnels du milieu de l'art. Et on voulait s'intéresser ce soir au domaine de la conservation préventive du patrimoine. Donc avec notre invitée qui nous fait le plaisir d'être là, Marion Ménardi, qui est donc consultante en conservation préventive. La conservation préventive est un domaine professionnel qui est bien spécifique et auquel on se confronte quand même relativement peu en tant que chercheur en histoire de l'art, puisque nos champs d'activité sont relativement éloignés du point de vue de la pratique, mais il semblait néanmoins que la rencontre entre nos 2 disciplines méritait d'être considérée avec beaucoup plus d'attention, puisque de toute façon, nos travaux se rejoignent évidemment du fait que nous travaillons sur les mêmes objets, qu'il s'agisse de peinture, d'architecture, d'ameublement, de photographie, de costumes ou de livres. Et puis surtout que ce patrimoine n'est pas immuable et on aurait sans doute, en tant que chercheur ici à l'université, tendance à oublier, ou en tout cas à méconnaître tous les enjeux qui s'imposent aux préventistes, dont le travail est d'assurer tout simplement la longévité de ces œuvres sur lesquelles nous basons tout notre travail de recherche. Donc avant que Marion développe un petit peu, avec beaucoup plus de clarté, le champ d'investigation et d'action de son métier, je reprends quelques lignes d'un article qui a été écrit par Frédéric Vincent, un article intitulé « Conservation préventive et développement durable ». Donc c'était très spécifique, mais j'en prends un extrait. Un article qui est paru en 2012, qui, je trouvais, résumait de manière assez simple la démarche et les principales actions qui sont relatives au champ de la conservation préventive. Donc je la cite. « Depuis quelques années, toute démarche de conservation est basée sur l'étude des collections. Constat d'état, bilan sanitaire, évaluation des conditions de conservation et sur la définition par des spécialistes des besoins de ces collections. Donc qu'il s'agisse du choix des environnements climatiques, de la définition des interventions curatives ou de restauration qui sont nécessaires, d'évaluer les principes de rangement en réserve ou de présentation en exposition, la mise en place d'un système de prévention pour organiser les chantiers sur les collections, etc. Donc cette démarche de conservation s'appuie sur l'analyse des risques qu'encourent ces collections afin de définir des priorités, donc d'intervenir à bon escient et d'adapter au mieux l'environnement des collections au sens large et les habitudes de travail en fonction des urgences qui ont été établies. Mais pour être surtout adaptée et utile, cette démarche doit absolument prendre en compte les objectifs à court, moyen et long terme de l'institution patrimoniale publique ou privée qui héberge ces objets, les réalités locales, les ressources surtout qui sont disponibles, qu'elles soient humaines, financières ou techniques, et toute autre information ou élément qui permettent d'être en adéquation avec les situations données. Alors, pour autant, présenter dans le cadre de ce séminaire la conservation préventive ne devait pas se limiter à l'évocation des aspects techniques du métier. Et comme pour chacune de nos séances, nous avions souhaité inviter un professionnel qui interroge les problématiques et les enjeux qui sont soulevés dans sa pratique au quotidien du métier. Donc c'est pour ça que nous avons lancé l'invitation à Marion Ménardi, puisque son travail de consultante en conservation préventive, elle intervient d'ailleurs sur des objets patrimoniaux qui sont divers et qui sont aussi bien attenants à des collections publiques qu'à des collections privées. Et elle vous l'évoquera également tout à l'heure. Ce qui nous intéressait, c'était l'entreprise de gestion des collections qu'elle a récemment fondée, donc la Réserve, dont elle nous parlera tout à l'heure, qui est une initiative que nous souhaitions évoquer ici, parce que ça nous permettait déjà d'évoquer tous les nouveaux champs d'investigation qui s'offrent aujourd'hui au domaine de la conservation préventive, et également pour montrer que suite à un parcours universitaire, donc je précise ici que Marion a réalisé ici même à Paris 1 donc un mémoire de master recherche en histoire de l'art moderne, et puis a obtenu ensuite le diplôme qui est délivré par le master professionnel de conservation préventive du patrimoine. Donc l'idée c'était que suite à un parcours universitaire, l'aventure de l'entrepreneuriat méritait quand même d'être davantage évoquée ici à l'université, puisqu'on en parle très peu, voire absolument pas.
Et nous pensions également que le travail qui est mené par les préventistes au sein des collections privées était susceptible de soulever des problématiques qui intéresseraient à plusieurs titres les chercheurs en histoire de l'art. À la fois ceux qui travailleraient sur l'histoire des collections ou l'histoire des fondations, du mécénat, qui représentent aujourd'hui une part importante de l'offre culturelle et qui, nous pensons, nécessitent d'être pensé dans un cadre historique et scientifique un petit peu plus poussé qu'il ne l'est encore à l'heure actuelle. Dans le cas notamment des collections privées, puisque c'est ce qui nous intéressait en partie dans le travail de Marion, on sait que depuis une dizaine d'années, les collectionneurs qui, en France, étaient jusqu'ici restés pour beaucoup dans l'ombre et dans l'anonymat derrière le nom finalement de leur collection, ces collectionneurs apparaissent de plus en plus à la lumière des expositions qui mettent à l'honneur les objets de leur passion privée. Et le terme passion privée avait d'ailleurs été un titre choisi pour une exposition qui était présentée en 1995, donc qui date déjà, au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Une exposition qui, malgré l'abondance des prêts qui avaient été occasionnés, avait démontré que la majorité des collectionneurs ne souhaitaient pas voir leur nom cité ni sur les cartels ni sur les catalogues de l'exposition pour des raisons de confidentialité. Alors, la figure du collectionneur n'est que discrètement inscrite au cœur de la vie artistique et culturelle en France. C'est encore le cas aujourd'hui. On pourrait longuement débattre sur les raisons et surtout les conséquences finalement de cette discrétion et de cet anonymat. Mais les choses évoluent. À titre d'exemple, j'ai moi-même découvert en préparant la séance avec Marion, l'ADIAF, qui est l'Association pour la diffusion internationale de l'art français, qui a été créée en 1994, qui est constituée de plusieurs centaines de collectionneurs qui sont regroupés dans l'intention de faire valoir l'art français à l'étranger et de sensibiliser le public à la création contemporaine. Ce à quoi donc, l'ADIAF contribue avec, et ce que pourtant beaucoup de chercheurs en histoire de l'art connaissent, qui est le prix Marcel Duchamp, qui est décerné chaque année depuis 2000 à des jeunes artistes français ou travaillant en France. Et puis aussi, cette association de collectionneurs organise des expositions triennales intitulées De leur temps, qui ne présentent que des œuvres issues de leur collection privée. Alors, la multiplication de ce type d'initiatives issues du secteur privé, notamment des fondations, et la constitution donc en réseau de ces cercles de collectionneurs peuvent être perçus comme, nous le pensons, une réponse au manque d'attention et de valorisation de la part des institutions à l'égard des collectionneurs, mais également à l'égard des artistes émergents qui sont représentés dans ces collections et qui ne le sont pas forcément dans les institutions publiques encore à l'heure actuelle. Alors, intervenant sur des collections privées dans le cadre de son travail, Marion nous a également fait part de son constat quant à la difficulté pour certains collectionneurs de faire valoir leurs acquisitions auprès des institutions, des conservateurs ou des commissaires d'exposition, le faire valoir surtout dans de bonnes conditions techniques et scientifiques. Alors, bien que les collectionneurs soient le plus souvent favorables aux prêts pour des expositions, ils se trouvent encore souvent confrontés à des situations où le manque de sensibilisation aux bases de la conservation préventive engendre des aléas techniques, soit au cours du transport ou du montage des expositions, pour lesquels le prêt de leurs œuvres ont été sollicités. Et également, souvent prêtés au cas par cas pour illustrer le propos scientifique d'une exposition à thème, les collections privées ne rencontrent encore que très peu d'intérêt pour l'organisation au sein d'institutions publiques pour être exposées dans leur ensemble. Donc une attention plus accrue à la portée scientifique que revêt finalement une collection dans son ensemble serait sans doute souhaitable aujourd'hui, afin de mieux comprendre le rôle des collectionneurs à la fois sur la création contemporaine et surtout du regard singulier qu'ils portent sur notre époque, chose à côté de laquelle il ne faudrait certainement pas passer. Donc ce travail, nous pensons communément avec Marion Ménardi, dépendrait sans doute d'une sensibilisation beaucoup plus accrue et d'un échange particulier des savoirs entre tous les parties concernées, qu'il s'agisse des préventistes, des conservateurs, des commissaires d'exposition ou des chercheurs, pour qu'ensemble nous réfléchissions à cela, à la valorisation des collections et du propos scientifique que nous pouvons leur donner, et surtout de ne pas passer à côté de toutes les possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui, de faire connaître la richesse de ce patrimoine-là et de comprendre surtout comment le sauvegarder. Alors,
J'ai fait la mauvaise élève, mais j'avais fait la bonne élève avant de venir. J'avais écouté la présentation j'avais lu l'introduction d'Anna. Donc, je voulais tout d'abord remercier l'association pour me permettre aujourd'hui de venir vous parler d'un projet, parce que c'est toujours très bien de pouvoir partager les points de vue. Et j'attends de ça aujourd'hui. J'espère qu'on pourra débattre de certains points. Il y a certainement un ou plusieurs points qui vont ressortir a priori et que vous auriez peut-être envie d'aborder. J'espère en tout cas. Je voulais juste faire un petit sondage avant de commencer ma séance par curiosité et puis aussi pour éventuellement adapter mon discours. On n'est pas très nombreux ce soir. Qui est doctorant dans la salle? Ok. Est-ce qu'il y a des conservateurs-restaurateurs? D'accord, très bien. Restauratrice? Restauratrice. D'accord, ok. Super. Qui connaît l'ICOM? Ça va peut-être vous paraître complètement stupide comme question, mais c'était pour être sûr. Ok, super. Et l'ICROM? Ok, on est bon. Et ma dernière question, mais du coup je la pose quand même, on sait jamais, il n'y a jamais de questions bêtes. Qui avait déjà entendu parler de conservation préventive avant de se présenter aujourd'hui? Ouais, super. Je suis rassurée. Génial. Ok, on est bon. Donc, je vous ai préparé une présentation qui s'articule... Ah, merci. Elle est belle. Moi, j'ai le pouvoir. Qui s'articulait un petit peu en 2 temps, on va dire. En fait, je voulais vous parler dans un premier temps... vous présenter un petit peu le projet de la réserve et surtout la manière dont il est né, parce que c'est la façon dont il est né qui m'a permis d'aborder, qui a permis d'aborder plusieurs problématiques, ou du moins qui a fait ressortir plusieurs problématiques. Ça a été très dur pour moi d'organiser cette séance et d'en choisir une en particulier. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas choisir et de vous présenter beaucoup de choses et de vous présenter la façon dont les choses se sont déroulées pour moi, et éventuellement l'échange fera naître certaines choses ou pas. Donc on va balayer d'abord toutes les problématiques qui ont poussé à la naissance du projet. C'est lié forcément à mon parcours personnel. Et la seconde partie, c'était vraiment une présentation beaucoup plus pragmatique de l'activité que j'ai aujourd'hui en tant que préventiste et avec la société La Réserve. Donc on m'a demandé pour ce séminaire de mettre en perspective ma pratique, mon métier, avec les problématiques autour de l'art contemporain. C'était pas très difficile parce qu'il y en a, comme je viens de vous le dire, beaucoup. Et mon but aujourd'hui, c'est un petit peu de vous présenter un projet qui questionne l'art contemporain. Comment, en réalité, c'est un projet qui a pour ambition d'adopter et de faire appliquer une nouvelle approche de la conservation de l'art au sens large, rien que ça. Je reviendrai sur le thème. Donc, c'est un questionnement qui commence par l'approche de la conservation. Donc, c'est en ça que c'était peut-être un petit peu novateur, que ça changeait de vos approches habituelles en point de vue recherche, en tout cas. Et je me suis posé la question, pour ce projet, il a fallu se poser la question de comment l'art était conservé aujourd'hui, par quelles compétences, qui était concerné par la conservation de l'art. C'est très vaste pour l'instant comme problématique, mais vous allez voir, on va approfondir un petit peu les choses. Et finalement, presque, qu'est-ce qu'était la conservation de l'art finalement aujourd'hui? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait encore dire? Ou qu'est-ce que ça ne voulait plus dire en tout cas? Donc la réserve, c'est un projet qui est corrélé aux tendances actuelles, qui sont des tendances d'évolution des musées depuis une quinzaine d'années. Des tendances qu'on peut regrouper quand on lit toute la littérature, les colloques, les débats autour de 3 axes principaux. La conservation et la valorisation des collections, c'est quelque chose qui n'était pas forcément de mise il y a encore 35 ans. C'est vraiment, depuis la loi Musée 2004, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant. La gestion et la commercialisation. De quoi? Des collections, des musées, des marques, des expositions, on en parlera. Et les politiques culturelles et la communication, généralement. Comment on communique aujourd'hui sur la conservation du patrimoine ou même sur d'autres thèmes. Donc, je ne peux pas vraiment vous parler de conservation sans vous parler de musée. Et le point de départ du projet, ça a été une nécessité. Et ça a été aussi une accumulation de constats, en fait, que j'ai fait durant mes études ou en rencontrant d'autres professionnels pendant les stages. Donc, je voulais commencer un petit peu pour aborder un contexte qui est le contexte actuel des musées. Je vous avais posé une question, c'était le musée en crise, point d'interrogation.
Alors aujourd'hui, dans les musées, il y a beaucoup de débats autour de tout ce qui se passe dans les domaines culturels. Et alors, il y a des débats et des points de vue radicalement opposés. On entend parfois, vous pouvez le lire, et ça peut être violent, mais on peut le lire, on peut l'entendre dans les débats, ou même à l'écrit, dans la presse. On parle parfois de prostitution des musées. C'est le cas pour les locations d'espace, le sponsoring d'entreprises. Et à l'inverse, pour les mêmes sujets, on va parler d'idées de génie, de nouvelles façons de financer l'approche, la communication, de faire venir de nouveaux publics, tout un tas de choses comme ça. Donc c'est des points de vue qui sont radicalement opposés. Et pour illustrer un petit peu cette tendance, j'ai choisi 3 choses dont je voulais vous parler ce soir, un petit peu une sorte d'introduction. Un livre qui s'appelle « Le musée, une institution dépassée ». C'est un livre qui a été écrit par André Gobbe en 2010, donc il n'est pas récent. André Gobbe, je ne sais pas si vous connaissez, il est reconnu, je l'ai même déjà vu dans ses murs à un colloque. C'est un muséologue, l'Université de Liège. C'est un grand historien de l'art. Et ce livre intitulé une institution, le musée, une institution dépassée, point d'interrogation, est pas écrit. C'est pas quelqu'un de, non pas de critique, mais comment on dit, qui cherche le complet. C'est pas quelqu'un de... Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Désolée. C'est pas un trouble-fête, André Gobbe, de base. Il pose pas de questions qui sont là pour déranger. C'est pas sa marque de fabrique, par exemple. Forcément. Et donc, par exemple, ce livre, je vous parle juste, il est articulé en 5 chapitres et je vais juste vous lire le titre des chapitres parce que c'est assez évocateur. Le premier, c'est « Qu'est-ce qu'un musée ?» En 2010, on se pose la question. Et si on parlait d'argent ? Mécénat d'entreprise, location des collections de musées, visiteurs ou spectateurs, une collection, est-ce bien nécessaire? Et enfin, quel musée pour quelle identité? Donc, je vous conseille la lecture de ce livre, c'est très enrichissant. Ensuite, le deuxième petit phénomène dont je voulais vous parler, qui est aussi évocateur et révélateur d'une tendance, c'est un colloque qui a eu lieu, auquel je n'ai pas assisté, mais qui a eu lieu en juin dernier à la Fondation Louis Vuitton, et qui est un colloque qui s'intitulait « Enjeu d'une collection muséale, publique ou privée aujourd'hui, qui fait désormais l'histoire de l'art ?» Quand même. « Quel impact de l'intrusion du marché ?» Et je vais vous lire le petit descriptif du colloque. Le monde de l'art connaît depuis une quinzaine d'années une mutation profonde caractérisée par la multiplication mondiale d'institutions publiques et privées, par la prolifération de biennales et de foires, une inflation de la valeur marchande des œuvres contemporaines et une médiatisation qui bouleverse les modes d'appréhension et d'évaluation. Les enjeux induits par cette nouvelle situation sont considérables pour les artistes, pour les musées et les fondations, pour les collectionneurs, les historiens et le public lui-même. Et donc c'est un colloque qui a réuni de grands noms et surtout des experts de tous les domaines. Il y avait conservateurs d'institutions publiques et privées, directeurs, des historiens de l'art, des critiques, des experts, des protagonistes du marché de l'art. C'était très large. Et ensuite, la deuxième petite chose dont je voulais vous parler, qui était aussi la troisième, qui était révélatrice de cette tendance, c'est un article qui, lui, date de 2013, que je ne cautionne pas forcément, mais dont je vais vous lire un extrait aussi, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Un article d'une personne qui s'appelle Laurent Gervereau, qui est présidente du réseau des musées d'Europe, intitulé « Les musées sont en crise ». Voilà. Je vous lis le paragraphe qui concerne les professions liées au musée. Des professionnels marginalisés dans les professions en complète mutation. C'est un petit peu long. Nul étonnement que les professionnels de musée soient quelque peu déboussolés et déprimés. Ils passent le rôle du concours de conservateurs hyper sélectifs et spécialisés, comme le rôle du concours de l'ENA, et ensuite se retrouvent à faire des ménages pour des décideurs extérieurs peu compétents ou des élus voulant faire plaisir à une telle ou un tel. Combien d'exemples de directeurs d'institutions apprenant par hasard l'exposition qu'ils vont accueillir l'année prochaine sans aucune concertation? Combien de conservateurs de grandes institutions ne pouvant pas réaliser les expositions qu'ils souhaitent ou pas associés aux opérations projetées? La défunte Maison d'Histoire de France fut confiée à des historiens qui accaparèrent le débat public sans souvent avoir organisé une seule exposition de leur vie, pas à des muséologues. Un peu comme si la conception d'une boucherie était dévolue à des spécialistes de l'anatomie animale. Défaite cuisante d'une profession marginalisée, sinistrée même, qui pourtant a souvent, naïvement, l'amour de l'intérêt commun chevillé au corps. Mais il s'agit aussi d'un phénomène plus général,
la disparition des savants et des créateurs comme modèle social visible par rapport aux sportifs ou aux acteurs par exemple. L'origine spécifiquement française de cette défaite tient dans le fait d'avoir laissé des gestionnaires diriger les grands établissements. Je vous passe tout un passage. Mais cela a contribué surtout à déconsidérer une profession déboussolée. Elle y a une part de responsabilité quand les conservateurs très corporatistes ont voulu avoir l'exclusivité de la direction des établissements. Tous les conservateurs ne sont pas aptes à communiquer, gérer, bâtir une politique culturelle, animer recherche et pédagogie. Pardon. Donc voilà, je vous dis, je ne cautionne pas forcément, mais c'est le genre d'article qu'on lit aujourd'hui assez facilement et qui décrit en tout cas les avis de gens qui sont du milieu muséal sur certaines situations. Ce que je retiens quand je lis ça, il y a 4 points qui m'ont sauté aux yeux. Amour de l'intérêt commun chevillé au corps, profession déboussolée, responsabilité et corporatiste. Là, je vais vous parler d'un point de vue un peu plus personnel. Ça vous pose un petit peu le contexte. Et puis, moi, personnellement, ça a révélé chez moi un sentiment qui était que durant toutes mes études en histoire de l'art, j'ai eu ce sentiment, à un moment, qu'il fallait un petit peu choisir son camp. Soit on était conservateur, soit on était médiateur, soit on était technicien, régisseur ou quelque chose comme ça, soit on était conservateur-restaurateur. Il fallait un petit peu choisir. Donc, j'ai trouvé une formation qui m'a parlé par une approche complètement transversale et une vision globale. C'était la formation de conservation préventive. Donc, Anna, vous en a un petit peu parlé. Désolée, fatigue. La conservation préventive, c'est une discipline qui est récente. Le master dont je suis diplômée, c'est un master qui, cette année, fête ses 20 ans. Et c'est récent pour un master. C'est une discipline récente et dont l'approche est internationale. C'est vraiment une discipline qui a été fondée à la base sur la confrontation des pratiques la confrontation des pratiques dans les différents pays autour de la conservation, en fait. C'est comme ça qu'il y a des problématiques qui sont émergées. Et donc je vous ai demandé si vous connaissiez l'ICROM et l'ICOM. Vous connaissez, c'est bien. Pour l'ICROM, comme vous connaissiez moins, je vous le dis, c'est le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens du patrimoine. L'ICOM comme l'ICROM, je vous apprends rien, donc c'est des organisations qui sont quand même intergouvernementales, voire liées à l'UNESCO. Donc c'est vraiment une approche très large. L'approche est globale et on apprend, quand on fait la conservation préventive pendant plus d'une semaine au tout début, que la conservation du patrimoine repose sur l'accessibilité, la transmission et surtout que c'est l'affaire du tous, mais vraiment, de A jusqu'à Z. Et donc, finalement, vous pouvez être aussi bon chercheur que ce que vous voulez, ce sera vain si l'objet même de votre recherche, c'est un peu ce que disait Anna en introduction, disparaît. Vous pouvez être aussi bon médiateur que vous voulez, si il n'y a plus rien comme support pour faire votre médiation, ça peut vite devenir compliqué. Et donc on est tous chercheurs, conservateurs, restaurateurs, il y a tous un rôle fondamental à jouer là-dedans. Donc finalement, la conservation préventive, c'est une approche de travail en groupe. Ça mise sur la complémentarité des compétences. Personnellement, je ne travaille jamais seule. Je travaille avec des conservateurs-restaurateurs. La conservation-restauration, ça englobe la restauration, la conservation préventive et la conservation curative. Donc globalement, on travaille avec des restaurateurs, des préventistes, et puis après, ça dépend des contextes, mais avec tout un tas d'autres compétences, y compris des chercheurs, qui, sur un point donné, vont pouvoir apporter un éclairage. Et donc voilà, il y a toujours une petite compétitivité parfois, un petit peu cette ambiance, je suis restaurateur, je fais le constat d'état, je suis conservateur, j'écris le catalogue, je suis médiateur, je fais les cartels, je suis chercheur, dites-moi tout, chasse gardée. Donc, sur ce, je voulais vous montrer une petite image. J'ai fait un stage de fin d'études qui m'a... Oui, je suis navrée. Du coup, ça va être un petit peu plus court. Il faut que je m'y habitue, en plus, je l'ai là. Donc... Bon, si vous avez des questions sur vraiment la pratique directe de la conservation préventive, c'est moins parlant sans image, je pourrais vous en parler, mais vous pourrez en poser, je pense que ce sera plus pratique. Donc, j'ai fait un stage de fin d'études à la Fondation MAG, qui est une fondation de droit privé reconnue d'utilité publique. Et là, je me suis heurtée à quelque chose, une problématique à laquelle je ne m'attendais pas. Je voulais faire ce stage pour plusieurs facteurs, pour plusieurs raisons dans cette fondation en particulier. Le lieu est extraordinaire. Qui connaît la Fondation MAG ?
Ok, ça va quand même. Donc, je vous invite à aller voir, mais donc le lieu est extraordinaire. Les collections aussi, c'est plusieurs objets d'art du XXe siècle, c'est vraiment des sculptures, beaucoup d'art graphique. C'est très beau, y compris de l'art vidéo. Et en fait, je me suis heurtée à... je suis désolée, c'est un peu plus compliqué, à une vision un petit peu complexe, qui était que mon sujet était tout à fait intéressé très bien, mais le lieu dans lequel je voulais faire appliquer la conservation préventive, ça a un petit peu posé problème. On m'a dit, à qui va profiter ton travail? À qui? À une fondation, oui. Ben justement, ça c'est un peu gênant. Et là, je me suis rendu compte que... Je me suis rendu compte que l'identité, le statut du propriétaire d'un objet avait un impact sur la légitimité de l'objet à être conservé. C'est-à-dire qu'à la Fondation MAG, après la Fondation Giacometti de Paris, vous avez la plus grosse collection française de Giacometti. C'est aussi une collection énorme d'art graphique, d'estampes et de tout un tas de choses, de sculptures de Miro, de Juan Miro. Il y a même de l'art immeuble, donc tout le lieu est comme ça. Et donc je vous cite Giacometti et Miro parce que c'est les deux principaux et qui sont représentés en nombre, mais ce chiffre en centaines d'objets. Mais il y a tout un tas d'autres artistes tout aussi éminents et vraiment intéressants. Et il faut savoir que par exemple la Fondation MAG prête à des institutions publiques tous les 4 matins. Quand je dis tous les 4 matins, il y a encore l'hiver dernier, cet été, je crois, une œuvre qui est un des chefs-d'œuvre de la Fondation qui est exposée à l'Orangerie de Paris et vous en verrez au Grand Palais, et il y en a un petit peu partout. Mais par contre, il ne fallait pas aller travailler sur la conservation de l'art, la conservation des objets de la Fondation directement là-bas, parce que non. Donc ça m'a un petit peu, j'ai trouvé ça très hypocrite en fait, parce que, on a tous fait de l'histoire des collections, et si je vous dis British Museum, Hans Sloane, Ashmolean Museum, vous connaissez, et donc il y a beaucoup de collections publiques qui ont été aussi, pas toutes, mais pas exclusivement, mais fondées sur des donations privées, et donc je trouvais ça un petit peu dur. Et parallèlement à ça, pour achever ma vision, j'ai assisté à une journée d'études organisée par l'ICOM qui s'appelait Déontologie des collections publiques, intérêt général et acteurs privés. Alors là, ça a été très intéressant aussi, puisque dans cette journée d'études, on parlait donc d'exposition tirelire. En fait, c'était une journée d'études où on dressait des constats et surtout on levait un petit peu des tabous, puisque voilà l'ICOM, Consortium International. Et puis ça y est, on parlait enfin, oui, il y a des expositions qui sont diplomatiques, oui, il y a des expositions tirelire qui sont, c'est le terme qui est utilisé par les professionnels du Louvre, de ce que vous voulez, qui ont visé à faire rentrer de l'argent dans les caisses. C'est mal ou c'est bien, on ne sait pas, pour l'instant c'est là. On parlait aussi de circulation des biens, parce que l'échange entre musées, le prêt entre musées est gratuit, mais il y a... Merci. Mais il y a, donc l'échange entre musées est gratuit, mais il y a une contrepartie dans la visibilité où il faut restaurer le bien, où je te prête mon Rembrandt, tu me prêteras ton Raphaël, c'est comme ça, c'est voulu. Et aussi on parlait de l'inaliénabilité des collections, puisque c'est quelque chose qui est remis en cause, en tout cas on se pose la question, et un petit peu, et donc il y a toute une commission à la direction des musées de France qui travaille, au service des musées de France, qui travaille directement sur cette question avec Jacques Salot à sa tête, et qui a vocation à réfléchir sur l'inaliénabilité des collections. Est-ce que ça perdure? C'est des choses qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Donc voilà le contexte, on remet des choses en question jusque-là. On revient un petit peu sur ce qui a été fait dans l'histoire des musées depuis les années 90. Et voilà. Parallèlement à ça, à la Fondation MAG, j'ai rencontré une personne formidable qui est restauratrice du patrimoine, habilitée Musée de France, restauratrice de matières peintes, qui est Florence Ferrardant.
Et quand j'ai rencontré Florence, je me suis heurtée à ce même agacement en fait. Elle est en tant que restauratrice dans sa pratique très concrète, c'est une personne qui a 10 ans d'atelier, qui tourne très bien, son atelier tourne très bien, elle ne court pas derrière le travail, elle travaille pour... il y a beaucoup de musées, donc c'est dans le sud de la France, il y a beaucoup de musées nationaux, il y a beaucoup de monuments historiques. Donc elle travaille, mais elle était un petit peu agacée, puisque en effet, alors les restaurateurs, peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est un cas particulier, c'est des gens qui sont formés par le public et presque formés, en tout cas pour le cas de Florence, sont ressortis pour travailler pour les collections publiques, vraiment, c'est explicite. Et puis tout le mérite est de restaurer du monument historique et tout ça. Et puis quand on fait autre chose, ça peut être un petit peu délicat, un petit peu mal vu. Et donc on s'est rencontrés et donc notre rencontre, on a partagé les mêmes sentiments, on a fait les mêmes constats. Alors, ces constats, c'est un petit peu, je vais vous les énumérer, mais du coup c'est un petit peu dur sans image pour vous, je suis désolée, il y en a beaucoup. Donc, globalement, il y avait un système des marchés publics qui était tuant, un côté institutionnel, du côté institutionnel, tout commence à s'externaliser. Puisque par exemple aujourd'hui une grande exposition ça peut se monter avec même dans un musée avec un commissaire qui est star, quelqu'un qu'on va chercher pour organiser l'exposition, toute la logistique peut être aussi gérée par des gens qui sont là de façon ponctuelle ou qui ont leur statut et qui interviennent de façon indépendante, donc régisseurs, médiateurs, et puis alors sans parler de la scénographie, le transport, ça de base c'est externalisé. Donc il y avait tous ces constats un petit peu. Des nouveaux modes de consommation de l'art, la recherche de l'événement, de l'exclusivité, l'ouverture au grand public, l'intérêt pour l'envers du décor, les centres de conservation et de réserve. En fait, je vous avais mis par exemple une photo de la réserve témoin, elle s'appelle comme ça, comme un appartement témoin, du centre de conservation-restauration du MUSEM. Donc qui a été pensé pour ça, qui est un lieu formidable où ils ont fait donc une réserve où vous allez avoir un échantillonnage en fait de toutes les collections du MUSEM par exemple. C'est très bien, ça se visite et alors les équipes ont été confrontées à un problème et qui a été que la demande était tellement forte que les équipes qui sont régisseurs, restaurateurs, qui sont là pour travailler au quotidien sur les collections, passaient leur temps à faire des visites. Alors eux, ils étaient très contents, ils adoraient ça, communiquer sur leur métier, ça leur plaisait. Mais par contre, que ça devienne une mission à plein temps, c'était pas vraiment non plus le but. Donc c'est quelque chose. Maintenant, ils ont un petit peu réduit le volume des visites. Et c'est quelque chose qui a été remis en question et donc maintenant il faut prendre rendez-vous, c'est moins fluide que ce que ça allait été dès l'ouverture du MUSEM, mais en tout cas c'est toujours possible et ils ont vraiment à cœur de le faire. Et donc l'envers du décor, les réserves externalisées, tout ça naît aussi. Je voulais donc ensuite en question des compétences, je vous en ai un petit peu parlé. Les besoins édifiants en conservation, restauration pour les privés. Alors là, c'est un constat aussi qui était qu'il y avait peu, voire pas d'initiatives pour y répondre, beaucoup de pédagogie à faire et beaucoup de challenges à relever. Et en fait, c'est des gens, quand je dis collection particulière, ça peut être institution, ça peut être privé, gens qui ont une collection, même une toute petite ou ce que vous voulez, mais aussi tous les partenaires, je vais vous en parler. C'est des collections qui sont sensibilisées maintenant à la conservation de l'art. On en parle dans les maisons de vente, on en parle un petit peu partout. Ils voient les choses mises en place dans les musées et donc ils se posent des questions sur leur propre pratique. Et donc, ils sont en demande. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément pressenti dès le début, mais je vais vous raconter comment, avec la réserve, on s'est présenté à certains contextes où on s'attendait peut-être à trouver des murs, et en fait, on a trouvé des boulevards. Et donc, on était très contents. Et donc, du coup, il y avait aussi un constat qui était qu'il y a des collections dormantes, que ce soit dans les musées, c'est pour ça que, c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé le récollement, savoir un petit peu ce qui est en réserve et tout ça. J'avais une belle photo de réserve à vous montrer, je suis déçue. Donc comme ça va passer. Il y avait des collections dormantes dans les musées et aussi dans les collections particulières. Et des acteurs qui communiquent peu, chercheurs, conservateurs, restaurateurs, préventistes, régisseurs. C'est un miracle. À chacun son association.
Voilà, donc c'est des acteurs qui communiquent peu. Par exemple, ça m'est arrivé il y a un an, je vais vous raconter pour l'anecdote, l'hiver dernier, j'ai assisté aux journées d'études sur la conservation-restauration. C'était sur comment sensibiliser les publics à la conservation-restauration, justement. Et c'est des journées d'études qui ont été organisées sans qu'il y ait dans la salle un seul spécialiste des publics, mais médiateur ou même dans le comité d'organisation. Donc il y avait tout ce consortium de conservateurs-restaurateurs, c'était plus d'une centaine de personnes qui étaient réunies là, sauf que personne n'a été formé pour parler au public, hein, et on se posait la question de comment on allait commander avec eux. Mais bon, on l'a fait, hein, c'est déjà pas mal. Mais bon, c'était le constat du premier jour, c'était de se dire on est un petit peu passé à côté de la chose puisqu'il n'y a pas un seul spécialiste des publics, et donc comme quoi, même dans les spécialités, on n'avait pas ce réflexe, le message n'avait pas été diffusé, et donc il y a eu d'interaction. L'image. Ah, bah la photo de réserve. Alors, ça par exemple, c'était pour vous montrer, donc ça c'est dans le domaine public, ça c'est la réalité des réserves de musées en France, en tout cas en province largement. Donc ça par exemple c'est une réserve de musée, c'est pas des moindres, c'est un beau musée des Beaux-Arts dans une région très touristique, et vous êtes au sous-sol d'un palais 17e, Grimaldi, enfin tout ce que vous voulez. Et en fait, il y a un gardien dans ce lieu, et ce gardien, dans cette cave, stocke à une partie de la cave, en fait, puisque c'est une cave, et qui s'appelle réserve. Et donc, petit à petit, la visite du gardien a empiété légèrement sur la réserve, étant donné que la personne n'est pas très sensibilisée à ce qu'elle gardienne, en fait. Et donc là, vous voyez ça, donc en plus il y a du matériel de stockage, vous vous dites, oh là là, mais il y a des sculptures, oh bon, il n'y a rien de bien intéressant là-dedans, bah détrompez-vous, hein, des biscuits de Sèvres, en veux-tu, en voilà, juste derrière, enfin voilà, ça aurait pu ne pas être des biscuits de Sèvres, de toute façon, si c'est là, c'est que ça a une importance de base. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui se passe quand on est préventiste, on nous appelle, on vient voir avec une armada de gens, et puis on vient dire, va falloir parler au gardien. Et puis ça, par exemple, ça c'est pareil. Alors là, c'est rangé, voilà, selon les voilà. Et le meuble qui conserve les choses est lui-même un meuble mobilier national. Et l'amas de choses que vous voyez là, ce n'est rien moins que des estampes et des dessins manuscrits du XVIIe japonais. C'est une très très belle collection. Donc c'est pas, enfin, voilà. Donc je vous avais mis bon après. Et donc ça, voilà, ça c'est ce vers quoi on tend, et c'est ce vers quoi tout le grand chantier de récollement mène, et tous les grands chantiers aujourd'hui d'externalisation des réserves sont voués à, enfin c'est ce qui est censé arriver. Donc ça c'est la réserve témoin de l'ICROM. Et ici vous avez la réserve du musée Guimet, avec toutes les petites tasses dans des armoires fermées. Ça aussi c'est la réalité des réserves en musée en France, mais bon, vous avez vu l'écart. Donc ça c'était la Fondation MAC pour ceux qui ne connaissent pas, hein, n'est-ce pas? Voilà, et puis on va aller un peu plus vite. On va y arriver. Ah voilà, non, on ne va pas aller trop vite non plus. Et donc avec tout ça, j'en étais où moi? Oui voilà, donc pas d'initiative et des challenges à relever. Et voilà, donc chacun son association. Donc une approche globale manquante, et le marché de l'art, n'en parlons pas. Ça il faudra qu'on en parle, parce qu'il faut bien en parler, mais et qu'on ne peut pas appréhender la conservation des collections, y compris dans le domaine public, sans parler de marché de l'art, puisqu'il y a des fonds d'acquisition quand même, enfin voilà, et donc c'est quelque chose dont je parlerai tout à l'heure, je pense. Donc tout ça, tout ce constat, tout ce contexte a donné naissance à ce projet. La réserve, elle se veut maître d'œuvre, interlocuteur, faisant appel à des réseaux d'experts pour un but final simple, la conservation d'objets d'art, quels que soient leurs propriétaires, et la volonté de faire vivre des collections dormantes par la mise en place d'un système encadré par des compétences venues du domaine public éventuellement, ce qui est gage pas forcément de professionnalisme, mais néanmoins de déontologie. Parce que vous allez voir, et j'ai été moi-même très surprise, que l'appréhension de l'œuvre d'art change totalement selon ce qu'on est en fait, et ça donne des étincelles. Donc je vous ai mis que fait la réserve. Alors pour le principe, la réserve, donc le principe c'est voilà, conserver des objets d'art, je viens de vous en parler, par une approche globale, la complémentarité des connaissances, rendre accessible un certain nombre d'objets. Ça repose sur la prévention. Il y a un terrain de jeu infini qui s'offre à nous, puisque c'est très productif, car on met sur la pédagogie, ça fonctionne, je vous l'ai dit, on s'attendait à trouver des murs, on a trouvé des boulevards.
Et cette pédagogie s'opère sur les propriétaires d'objets, mais également sur les acteurs qui gravitent autour de l'art, que l'on considère comme nos partenaires. Les assureurs, les transporteurs, les régisseurs, les commissaires, les experts, les chercheurs. Et justement, là, je vous disais juste à l'instant que... Je n'ai pas du tout regardé le temps. Je vous disais juste à l'instant que le point de vue, l'appréhension de l'œuvre d'art pouvait changer totalement selon ce qu'on était. Il faut savoir, à l'heure actuelle, par exemple, qu'on a découvert dans le milieu des assurances des choses impensables, mais très drôles. Et donc on a rencontré les leaders du marché de l'assurance internationaux et français, AXA Art, Lloyds, voilà, tout ça. Et par exemple, chez les assureurs, l'œuvre d'art, c'est inconsommable. Donc c'est un petit peu comme le reste, ça se remplace. Et ça, c'est un problème. Puisque, par exemple, alors ils ne parlent pas de restauration, ils parlent de rénovation. Vous avez un sinistre sur votre œuvre d'art, on va vous dire peut-être que c'est rattrapable, on va voir si on peut réparer ça. Comment, par quel professionnel? On ne sait pas trop, ça dépend, c'est quoi comme matière. Et puis aussi, on parle de rénovation. Et dans le dernier des cas, on va aller demander à l'artiste s'il est en vie, si on a de la chance dans l'art contemporain. Et alors ça, c'est un grand moment, puisqu'on va aller voir l'artiste, on lui dit c'est cassé, vous pouvez refaire. Voilà. Quand l'œuvre a 10 ans, ça donne des scènes dramatiques. Et puis c'est totalement logique, hein, on ne peut pas demander à un artiste d'avoir une approche totalement conservatoire de son œuvre. On pourrait, mais ça c'est un autre débat. Et donc du coup, c'est des gens qui sont en réelle demande en fait d'encadrement. Quand nous, on est allé parler avec ces gens-là et dire mais comment ça se passe, comment vous procédez, ils ont dit en fait ça se passe qu'on ne sait pas et qu'on fait pas. Que les experts du marché de l'art sont pas forcément conformés à la conservation. Que quand ils sont vraiment bloqués, ils rendent feuille blanche et on fait appel à d'autres experts et puis on en fait jusqu'à ce qu'on en trouve un qui va bien se prononcer parce qu'en plus il y a des enjeux financiers, tout ce que vous voulez et donc sinon ça communique pas bien et donc des fois ça donne lieu à des après les gens sont indemnisés ou pas mais en tout cas l'objet en soi il est perdu et il peut être même des fois racheté par l'assureur pour être mis dans une cave en tant que consommable et puis il est là, il est dégradé et puis on n'en fait rien alors qu'il suffirait qu'ils aient eu quelqu'un qui sache un petit peu comment ça s'appréhende ça aurait été il y a beaucoup de choses qui auraient été possibles. Transporteurs aussi, c'est des interlocuteurs avec lesquels on travaille beaucoup, que ce soit pour le constat d'état. Il y a des transporteurs spécialisés en art, c'est des gens qui sont formés à beaucoup de choses, ils savent manipuler, ils savent faire... c'est vraiment... Nous, là, je vous parle de partenaires, c'est pas des gens à qui on donne des consignes, c'est des gens avec qui on échange pour arriver à trouver des solutions. Les régisseurs, les commissaires, les experts, je vous en parlerai aussi. Et donc voilà, je suis allée un petit peu vite du coup, j'ai pas abordé tout ce que je voulais mais on va continuer, c'est pas grave. Je voulais vous parler un petit peu de façon beaucoup plus pragmatique de ce qu'on fait du coup dans la pratique. Alors on a 3 familles de prestations, dont une qui s'appelle documenter. La documentation c'est la base, vraiment. Donc on se sert de nos connaissances en histoire de l'art, de la compétence de chercheur, il y a une touche de données techniques et logistiques, ça donne quelque chose de très complet. La forme de cette documentation, c'est un inventaire qui lui-même a une forme un petit peu spéciale, je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais voilà, on fait aussi par exemple des dossiers d'œuvres, c'est utile pour les gens qui sont curieux. Donc dans le domaine privé, par exemple, le dossier d'œuvre c'est quelque chose dans le musée qui est très répandu. Et par exemple, l'objet, un dossier d'œuvre, ça va contenir l'identité de l'objet, son cartel de base, et puis il va y avoir tout un tas de données historiques dès qu'il est publié, dès qu'il y a un texte qui est paru, qu'il apparaît dans une exposition, on va découper, au Louvre, vous avez des dossiers d'œuvre où ils découpaient donc, les extraits de journaux et où c'était gentiment consigné comme ça. Donc aujourd'hui, avec le numérique, ça continue, mais c'est des choses comme ça. Donc on propose ce genre de choses. Et donc, voilà. Ensuite, il y a une famille donc, qui s'appelle... C'est 3 familles qui sont extrêmement complémentaires. L'une ne fonctionne pas vraiment sans l'autre. Conserver, préserver. Là, on fait des études en conservation préventive, par exemple.
Alors, dans la pratique, il faut se dire qu'on étudie des situations. Ça consiste à prendre en compte un besoin, une problématique, à analyser des risques et à prioriser des actions. C'est très pragmatique, la conservation préventive. Donc la problématique, ça peut être mes objets sont entassés depuis des années, je ne sais pas où et quoi. Donc c'est valable pour le musée public que je vous ai montré tout à l'heure avec la réserve. Donc où et quoi. Donc dans ce cas, nous, on va arriver, on va poser des questions. Ça veut dire que ça sous-entend qu'il y a un stockage à optimiser, qu'on peut améliorer l'accès aux objets, qu'on peut mettre en place certaines rotations, d'accrochage, des choses comme ça, qu'il y a un travail de documentation à faire puisqu'on ne sait pas où et quoi et comment. Un rendement et la mise en place d'un plan de restauration, par exemple. Il y a aussi du conseil pour l'aménagement, de stockage et d'exposition, de la conception à de la conseil à la conception de projets architecturaux. Ça peut être très utile aussi quand il y a des conceptions de projets. Dans les marchés publics, ça existe. Prévoir un lieu, une architecture en fonction de la collection qui va abriter, c'est en général ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Ça ne doit pas être le facteur unique parce que justement, un lieu, c'est aussi destiné à des publics, c'est destiné à des gens qui vivent dedans, par exemple. Mais c'est utile. Du conseil en sûreté, la mise en place de plans d'urgence dans une fondation aussi, voilà, et des formations. Ensuite, il y a une famille de prestations qui est axée sur la régie et l'entretien. Alors, on développe l'entretien préventif et les veilles sanitaires. Ça a beaucoup de succès. C'est quelque chose, donc les gens sont assez sensibilisés. On va passer régulièrement, vérifier l'état des objets et alarmer quand c'est nécessaire. Il y a une prise en charge administrative et technique des mouvements. Donc ça se fait en collaboration, bien sûr, avec des régisseurs, des transporteurs et des gens habilités. Des constats d'état par mes collègues restaurateurs. Des postes de mouchards et de la sécurisation, du convoiement, de la conservation préventive appliquée au lieu de location. Alors là, par exemple, ça aussi, ça a son succès, puisqu'il faut savoir qu'il y a encore pas si longtemps que ça, voire 2 ans, vous pouviez louer Maison Laffitte ou Vaux-le-Vicomte pour votre mariage, comme l'avait fait Eva Longoria avec Tony Parker, et puis avec une simple fiche sur laquelle vous remplissiez la date de la location, l'objet de l'événement, mariage, et puis la date à laquelle vous quittiez les lieux. Et puis bon, ça se passe pas toujours très bien, puisque quand vous êtes invité à un mariage, vous vous dites pas « Oh tiens, je pose ma coupe de champagne sur un guéridon du XIVe siècle ». Non, vous posez votre coupe de champagne, et puis ça laisse une auréole, et puis voilà. Et donc, par exemple, le Centre des Monuments Nationaux, qui est en gestion les 2 lieux que je viens de vous citer, a mis en place depuis une petite année maintenant tout un plan de sensibilisation et tout un protocole pour l'allocation des espaces, des monuments patrimoniaux, quoi, voilà. Et donc, ça sensibilise les gens qui louent. Et en fait, on pourrait s'attendre à ce que ce soit restrictif et que ça fasse peur et que, oh mon Dieu, ils vont plus venir. Et en fait, pas du tout. Au contraire, ils étaient aussi en demande parce que parfois, ils sont aussi livrés à eux-mêmes. Ils se doutent bien que là, il y a quelque chose qui est un petit peu risqué, mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et donc, il y a des constats d'état à l'arrivée, il y a des constats d'état au départ. Et ça se passe beaucoup mieux comme ça. Et voilà, c'est quelque chose qu'on pourra développer aussi. Et enfin, il y a une vision au long terme de tout ce projet aussi. Alors, on a à cœur avec la réserve de développer des outils numériques innovants. Et pour ça, on est associé à des informaticiens de groupes qui sont soit, on va dire, anciens dans le domaine de la gestion de collection, soit des startups. Enfin, il y a une startup et donc un domaine ancien. Et donc ça, c'est pour développer la façon d'appréhender l'inventaire, les bases de données. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de bases de données qui existent, que je vous invite à les consulter, des très bien faites, des très ardues, où il vaut mieux être bien armé après 5 ans d'histoire de l'art pour aller essayer de comprendre ce qu'on cherche, ce qu'on y trouve et ce qu'on peut exploiter. Et donc l'idée, c'est il y a tout un travail de fond qui est fait pour un jour aller un petit peu plus loin que ce que proposent déjà actuellement ces bases de données. C'est l'exploitation des données qui sont déjà récoltées. C'est déjà très bien d'arriver à les condenser, à les mettre en ligne. Maintenant, il faudrait pouvoir en faire quelque chose. Comme ça, je vous en parlerai aussi. Enfin, on pourra développer tout à l'heure. Par l'entrée de la restauration, de la conservation-restauration, que les gens nouent une certaine confiance, en fait. On vient pour réparer un objet, et puis en fait, ils s'adressent à nous pour tout un tas d'autres choses qu'a priori, on ne fait pas du tout, notamment le marché de l'art.
Et non, c'est pas parce qu'on restaure qu'on peut vendre. et en même temps, on était bien embêtés d'avoir une réponse systématique qui était non, c'est pas nous. Oui, mais c'est qui alors? Débrouillez-vous. Donc on noue des partenariats avec plusieurs professionnels, comme je vous ai montré, avec les assureurs, avec les transporteurs, avec des experts, pour arriver à donner une réponse, pour communiquer et pour échanger. Et ça donne des solutions très encourageantes en fait. Et le commissariat d'exposition, alors nous on n'a pas directement vocation à faire du commissariat d'exposition, mais en tout cas on a vocation, on est cette porte d'entrée, on donne accès à des objets. C'est-à-dire que nous, on peut proposer, par exemple, qu'un objet soit prêté en contrepartie d'une restauration. L'emprunteur, lui, est prêt à payer, il est intéressé pour avoir cet objet, mais s'il n'y avait personne pour dire que l'objet existait, qu'il avait besoin d'être restauré, et pour prévenir un emprunteur potentiel qu'il était là, ça ne se faisait pas. Donc c'est quelque chose aussi qui est développé, mais ça c'est sur un temps long. La vision que je vous propose, c'est sur un temps long. Donc ah non, c'est là. Oh pardon. Du coup, pour conclure, alors il y a beaucoup de débats possibles. J'ai abordé beaucoup de thèmes, peut-être de façon un petit peu fouillis. Je m'en excuse, mais voilà, j'étais un petit peu perturbée aussi. Donc vous l'aurez compris. On peut discuter et débattre de bien ou pas bien le Louvre à Abu Dhabi, de bien ou pas bien les réserves visitables dans les musées, de bien ou pas bien le développement du commissariat indépendant. Mais ce que je trouve pire que tout, en tout cas, c'est de faire comme si les choses n'existaient pas. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est un petit peu ce qui nous a poussé à créer la réserve. C'est ce que je vous dis, c'est la situation dans laquelle je me suis retrouvée quand j'ai voulu travailler à la Fondation MAG. C'était non, mais ça, c'est pas notre affaire. Oui, pour autant, ils sont là, les objets, ils sont beaux, ils ont besoin d'aide. On va pas faire comme si ça n'était pas là. Donc, je vais prendre un dernier exemple aussi, par exemple, qui nous a posé un cas de conscience qui n'a pas été long, mais qui nous avait posé un cas de conscience. Dans le sud de la France, il y a un gros, alors je crois que ça s'appelle un mall à l'américaine, une espèce de centre commercial à ciel ouvert qui a ouvert. Un petit peu comme les allées provençales à Aix-en-Provence, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, vous avez toutes les grosses marques, le printemps, tout ce que vous voulez. Et puis tout ce projet de centre commercial a été pensé avec un commissaire d'exposition dont le nom m'échappe et ça va me revenir, et avec un parcours sur l'art. Jérôme Sens. Voilà. Merci. Et pas des moindres. Et donc, merci, c'est très bien. Et donc, a été pensé avec un parcours sur l'art. Donc, vous pouvez télécharger une application, l'application du centre commercial, et puis vous avez un audio guide dans votre iPhone, c'est extrêmement bien fait. Et puis, vous baladez entre des artistes, pas des moindres, César, Bromley, Buren, tout ce que vous voulez. Et là, vous avez quelque chose qui est fait sur la sensibilisation à l'art. Alors, c'est un peu l'art au supermarché, c'est très contesté. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ouh là là, les mécréants. Et en même temps, c'est pareil. Alors c'est là. Alors nous, au début, on s'est dit, on était prévenus en amont. On s'est dit, est-ce qu'on doit aller conserver ça? Est-ce que si on va conserver ça, ces œuvres d'art qui sont directement au contact du tout venant, qui, comme pour les mariages, n'est pas forcément sensibilisé, qui a un petit peu tendance à poser son coude dessus pour refaire son lacet parce qu'il est là pour aller chez le printemps. Est-ce que si on conserve ça, ça veut dire qu'on cautionne ça? Est-ce qu'on cautionne ça? Tout un tas de questions qui sont posées comme ça, qui sont encore ouvertes. Mais en tout cas, il faut savoir que ça a eu son succès, qu'il y a eu une inauguration avec des guides conférenciers, donc des gens qui qui sont habilités qui sont habilités à discuter de... Oui, voilà, c'est ça. Qui sont habilités à parler de ces collections, mais ensuite, pour le reste, c'est aussi des plus jeunes gens. On s'est dit, est-ce que c'est du job étudiant? Est-ce que c'est des gens qui sont en BTS tourisme, en histoire de l'art? On ne sait pas trop. Il faudrait que j'aille demander. Et tout bêtement. Et donc voilà, donc ça c'est un petit peu un cas de conscience. Je voulais vous faire, je l'ai pas fait, je suis navrée, des impresses écrans de cette petite application. Je vous invite à aller voir, et c'est des choses sur lesquelles on peut discuter sur l'approche de la conservation, de l'art et de la recherche, de la place de la recherche. Il y a une visibilité du travail du chercheur, la façon dont c'est appréhendé, la façon dont c'est présenté. Et la toute dernière chose dont je voulais vous parler, c'est l'aventure entrepreneuriale.
Alors je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais en fait, quand il a été question de créer la réserve, ça a été un petit peu aussi la question personnelle pour moi de créer mon propre métier. Et créer mon métier. En tout cas, de trouver une structure juridique dans laquelle j'allais pouvoir pratiquer la conservation préventive sans forcément me frotter au dur système des marchés publics. Système auquel je me frotte quand même. Et voilà. Et donc du coup, ça a été un petit peu cette question-là. Et j'ai découvert un monde en fait tout à fait inspirant. Et je voulais poser la question aussi aux chercheurs, parce que j'ai posé la question tout à l'heure, on en a parlé en venant avec Anna. Quand on est chercheur, on fait sa thèse, elle donne lieu à une forme, c'est un beau pavé, à une soutenance, ce que je vous souhaite aussi réussi que possible. Et puis après, je ne savais pas, moi, mais vraiment par mes connaissances, quelle était la forme de ces recherches, comment est-ce qu'elles continuent à vivre. C'était des publications, c'était de l'enseignement, c'était quoi ? Comment ça se passe ? Et en fait, moi, c'est un petit peu... c'est une question très ouverte. Et en fait, quand moi, j'ai terminé mes études, ça a été un petit peu la question que je me suis posée pour moi-même. Et je suis allée me frotter au monde de l'entrepreneuriat. Et quand je vous dis que ça a été très inspirant, c'est en fait en me frottant à d'autres domaines que je me suis rendu compte qu'il y avait une infinité de possibilités qu'on n'envisageait absolument pas, qu'on ne nous apprenait pas à envisager. Et finalement, c'est en allant voir ailleurs que les idées pouvaient naître. Et... voilà, c'est un peu une tendance de créer son entreprise, de partager les choses, mais je pense pas que ce soit une tendance si anodine que ça. Et je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas encore pensé pour dynamiser l'histoire de l'art, l'approche de l'art contemporain. Voilà. Et pardon, mais c'est parce que je réfléchis en même temps que je vous parle. On peut penser en fait que quand on travaille sur des sujets spécifiques, aussi spécifiques par exemple que la conservation préventive, ça ne va intéresser que des gens susceptibles de comprendre. Et en fait, c'est tout l'inverse. Et c'est en allant porter ces disciplines et ces sujets très spécifiques à d'autres domaines de compétences qu'on se rend compte que ça fait des étincelles merveilleuses et qu'on peut vraiment faire naître des choses chouettes. Et je voulais par exemple conclure en vous parlant de l'incubateur du 104. Qui connaît l'incubateur du 104 ? Voilà. Alors ça, par exemple, donc, vous connaissez tous le 104 à Paris. Et par exemple, il faut savoir que donc, l'incubateur du 104, c'est une pépinière d'entreprise. Et en fait, vous pouvez avoir un projet, vous présenter un dossier ou pas. Vous pouvez juste, avant même de penser à avoir un projet, y aller avec comme ça, juste votre personne. Et en fait, ils mettent en relation, ils vous donnent des locaux, ils vous donnent des moyens. C'est vraiment le principe de la pépinière d'entreprise, du coworking, de tout ça, pour développer des projets. Et comme c'est au 104, c'est des projets qui sont en lien avec la création artistique, la conservation de l'art, la médiation. Et il y a tout un tas de start-up comme ça qui sont nées et qui sont aujourd'hui incubées au 104 et qui bénéficient de moyens, de partenariats, de conseils et d'entrepreneurs déjà installés et aussi d'échanges avec d'autres domaines de l'entreprise en fait. Et ça donne de chouettes initiatives. Alors j'ai pas pris d'exemple concret, mais je vous invite à aller voir. J'avais notamment rencontré des gens qui faisaient, c'est un peu flou, mais qui avaient développé tout un panel d'outils numériques autour de la médiation sonore. Pour tout qui était exposition temporaire et tout ça. Je crois que ça s'appelle Lumedia, leur société. Et donc voilà, l'incubateur du 104, on peut être société, mais on peut être chercheur, on peut être ce qu'on veut, on peut se pointer et dire un jour, d'accord, vous faites quoi et c'est juste très inspirant. Et comme ça donne aussi des idées sur les nouvelles façons de faire vivre la recherche, de formaliser un petit peu son travail. Et par exemple, je voulais vous parler de quelque chose sur lequel je suis tombée encore récemment. Il y a en ce moment sur la plateforme Ulule, une opération de crowdfunding pour un sujet qui s'appelle Very Lot Trip. Et en fait, c'est des étudiants à l'issue d'un master patrimoine que je ne connaissais pas du tout, qui en fait ont fait un gros travail pendant plusieurs années sur le recensement de la sculpture publique dans le Lot.
et qui ont mis ça en place avec tout un tas de problématiques à l'échelle du territoire et tout ça. C'est vraiment très intéressant ce qu'ils ont fait. Et donc là, ils se sont dit, c'est super, on a passé des années, on a fait un truc trop chouette, on a eu des super notes et tout ça. Et maintenant, du coup, ils sont allés voir un petit peu ailleurs. Et je vous invite à aller voir juste pour tout ce qu'ils ont développé en fait. Ils sont allés voir ailleurs et du coup, ça donne aujourd'hui lieu à une campagne de financement. Mais s'ils vont au bout de leur projet, ce sera une grosse base de données avec tout un tas d'interactions avec des gens locaux, avec des médiateurs, avec des gens de la conservation du patrimoine pour faire la promotion du patrimoine du Lot. Mais voilà, aujourd'hui c'est ce genre de choses, ce genre d'initiative qui peut aussi fleurir. Voilà, je vous remercie. J'espère que c'était pas trop flou et j'espère qu'on pourra débattre de plusieurs points et que ça ira. Maintenant, tout plein de questions. Pas. On peut parler de conservation préventive, on peut parler de partenariat public-privé, de choses qui se développent. La dame là-bas. Pardon, oui. Je me demandais, vous êtes combien en fait sur la réserve? Il y a Alors en fait, pour des raisons récentes et puis même purement financières au début, on est 2 fixes, on est 2 à l'origine. Et en fait, après, on travaille pour l'instant de façon ponctuelle avec les compétences nécessaires pour le projet. Mais à terme, ce qu'on aimerait, c'est vraiment développer une structure avec des gens en interne et qu'il y ait une espèce de continuité. Mon rêve, c'est que très vite, on ait des gens qui soient diplômés en histoire de l'art, des chercheurs capables d'écrire des dossiers d'œuvres super cool. Donc voilà, à terme, pour l'instant, ça se fait à la demande. Mais ça ne saurait tarder. Oui. Par rapport à Polygone Riviera, le projet de centre commercial, c'est quelque chose qu'on va faire de plus en plus. Là, il y a une qui intervient au marché. On en fait une nouvelle frontière de l'accessibilité des œuvres publiques. Vous en pensez quoi? C'est-à-dire, même en termes de conservation des œuvres, elles sont gérées correctement? Alors moi, en termes de conservation des œuvres, ça n'est pas géré correctement puisque ça n'est pas du tout géré. D'où la naissance de la réserve. Voilà. Les œuvres sont très souvent dégradées. Par exemple, par les Tokyo, on s'attend tout à fait. que les gens soient respectueux. Donc je me demande quel type de comportement peuvent avoir les gens. Alors ils ont fait un choix d'œuvres plutôt résistantes, on va dire. Donc il y a du bronze, il y a des choses il y a de l'acier Corten, c'est cet acier qui a déjà un aspect rouillé de base, donc c'est quelque chose dont on se dit quand c'est dégradé a priori on n'est pas tout de suite, ça saute pas aux yeux, c'est terrible ce que je dis, mais voilà. Donc ils ont fait il y a un parti pris déjà, donc ça a été une question qu'on sent qui a été pensée. Après ça n'est pas du tout géré d'un point de vue de la conservation. Voilà, il n'y a aucune mise à distance. Les gens, il y a des cartels qui sont positionnés tout petits, mais bon, c'est de la sculpture, c'est tridimensionnel, donc selon le côté par lequel vous arrivez, vous dites pas. Il y en a quelques-unes, même moi, je me suis dit, ça, c'en est une ou pas. Voilà, donc on se pose la question, et donc ça n'est pas du tout géré. Ce que j'en pense, c'est que c'est en effet une nouvelle porte, c'est mis en avant, il y a tout un tas de raisons qui font que c'est là, notamment parce que c'est aussi un moyen de défiscaliser. Ça n'est pas... Voilà, pour moi ça n'est pas un gros mot, c'est quelque chose dont on parle très peu, notamment dans le domaine public bien évidemment, mais voilà, c'est un peu l'image du collectionneur ou du gros groupe qui va défiscaliser en mettant l'art comme ça, en achetant de l'art. C'est une réalité. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des conditions à la défiscalisation, et donc la première condition, c'est l'accessibilité au public. Moi, j'ai envie de dire qu'à cela ne tienne. Pourquoi pas? Donc là, justement, c'est tout à fait respecté. Et donc, c'est vraiment une condition très stricte qui fait que, après, ça peut être plus ou moins subjectif. Un comptable a le droit de défiscaliser en posant une œuvre dans son bureau, étant donné que sa secrétaire voit son œuvre. Voilà.
Mais à l'échelle du peuple, mais c'est vrai, hein, ça rentre, c'est bon, les juristes ils disent ça passe. Mais sinon, voilà, c'est une condition. Donc après, sur ce que j'en pense, en fait, si il y a une réactivité en face, et si les choses sont bien faites, j'en pense du bien. Si on se place en face de ça en disant juste oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, et en partant en courant et en faisant comme si ça n'existait pas, je pense que ça mène à la catastrophe. Et je pense que ça mène à la stigmatisation. C'est un peu, quand je vous disais, ça paraît un peu naïf peut-être, le côté conservation de l'art pour tous, mais c'est pas du tout une réalité. Et moi, j'ai été moi-même surprise de certaines approches. Et en fait, quand on est formé en conservation préventive, la base de la base, c'est l'objet. Limite, tout ce qu'il y a autour, au début, ça n'existe pas. Au début, hein, la toute première approche. Parce que justement, ce qui était intéressant de ces projets, c'est que les dossiers de presse qu'ils ont distribués à tous les journalistes ou les méthodes avaient une mise en page assez particulière où justement l'objet était le dernier de leurs soucis. C'est-à-dire qu'on avait la photo de l'hypermarché, du centre commercial, celle de l'artiste, de Jérôme Sens d'ailleurs, et beaucoup de noms. Il n'y avait ni des titres d'œuvre, ni de. Donc c'est vrai que du point de vue aussi de l'importance de l'objet par rapport à la formation que vous avez eue, il y a une approche qui est celui de la dématérialisation de l'objet au profit du doping, je dirais, ou en quelque sorte. Oui, tout à fait. Donc ça n'est pas accompagné par des protocoles d'assurance particulières qui, pour l'instant, ce problème ne se pose pas. En fait, de prévenir les dégradations possibles. Non, et en fait, je pense que c'est de notre responsabilité d'aller dire l'artiste, Jérôme Sens et tout le reste, c'est bien, mais vous avez pensé à la médiation, vous avez pensé à la conservation, et en fait, quand je vous dis qu'ils sont en demande, c'est pas un mythe. Hein. Je veux dire, nous, on y va, c'est bras ouverts, asseyez-vous là et venez qu'on en parle, quoi. Donc oui. Au passage, cette question, elle n'est pas différente, elle ne se pose pas différemment à part sur la question de l'opérateur dans un centre commercial, toute œuvre d'art dans l'espace public. Une œuvre d'art dans l'espace public, elle est soumise à une dégradation. Oui, mais ce qui change fondamentalement dans l'œuvre d'art public, c'est l'approche déontologique, justement. C'est un petit peu ce dont je vous parlais avec l'assureur, c'est que du coup, on va dire que l'œuvre d'art public, elle est soumise aux mêmes potentialités de dégradation et à tout ça. Par contre, le domaine public, lui, est sensibilisé au fait, après il le fait pas, c'est une autre question, mais est sensibilisé au fait que de toute façon, si elle est dégradée, pas n'importe qui peut intervenir dessus. Que ce serait quand même mieux qu'elle ne soit pas dégradée, et on dirait mais ça paraît anodin, mais en fait ce qui change ça va être ça, c'est-à-dire que la première question ça a été si c'est dégradé, qu'est-ce qui se passe, et la conservation même de cette œuvre, comment ça va être géré derrière en fait. C'est pour ça que l'approche de la conservation dans le domaine public, c'est vraiment le parti pris de la réserve, si vous voulez, ça a été de s'orienter vers un domaine particulier parce que c'était de l'ordre du challenge. Nous, ça nous plaisait d'avoir ce type de problématique directe à traiter. Mais c'est aussi une façon un petit peu on espère, de revenir vers le public une fois que le public sera allé au bout de sa démarche. Au bout de sa démarche de remise en question d'inaliénabilité, au bout de sa démarche d'externalisation des compétences. Et donc, en fait, c'est des choses qui vont se croiser au bout d'un moment. Et je vais formuler ma question d'une autre façon, peut-être plus caustique, peut-être. Mais est-ce que la question ne se pose pas là simplement parce que la conservation de ces œuvres, elle est solvabilisable? Autrement dit, parce qu'il s'agit d'œuvres d'art contemporaines, dont la signature est clairement identifiée, dont éventuellement la cote est clairement lisible, dont la valeur, y compris la valeur d'assurance, est clairement lisible. Tout d'un coup, on s'interroge sur mais si elle, une sculpture, là, qu'est-ce qui va lui arriver? En fait, nos rues sont pleines d'œuvres d'art dont la conservation n'est pas de la. Certes, elles appartiennent à la collectivité, mais au final, la question est posée d'une certaine façon dans les mêmes termes. D'ailleurs, vous l'avez même expliqué quand la visite d'une réserve de musée, elle est aussi très, très instructive de ce point de vue-là. Il y a quand même bel et bien une hiérarchie dans la solvabilisation de la conservation. Y compris dans le secteur public, même si évidemment on le nie, mais c'est quand même une réalité qui n'est pas. J'ai envie de dire.
Alors c'est très intéressant et c'est un sujet que j'aime bien aborder parce que oui et non. Parce que par exemple, moi c'est quelque chose qui ne me concerne absolument pas. Mais quand je vous dis absolument pas, c'est que mon approche en tant que professionnelle va être la même. Pour la simple et bonne raison que si je m'occupais de la valeur d'assurance de tous les objets que je touche, je ne toucherais plus rien. Comment vous dire c'est-à-dire que quand on met les mains directement sur un objet, on a la potentialité nous-mêmes de dégrader cet objet et que moi-même, je suis assurée à des hauteurs de millions d'euros pour la possibilité que moi-même, j'égratine cet objet. Et donc si à chaque fois que je... J'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas la possibilité. C'est dans l'autre sens. Je me doute bien que... Mais justement, dans l'autre sens, en fait, il n'existe pas, c'est à nous de poser ce sens-là, en fait. Quand vous dites, est-ce que la question ne se pose pas parce que c'est un César qui est posé à Goldwyn Riviera? Absolument pas, parce que moi, j'ai pas vu un César, j'ai vu un objet d'art. Et je suis la seule à m'être posé la question, enfin, sans... Oui, vous ne travaillez pas gratuitement. Non. J'entends par là que ça n'est que parce qu'à un moment donné, il est possible de solvabiliser parce que la personne, parce que c'est un reproche. Oui, non, bien sûr. Oui, je comprends. Non, bien sûr, je sais. C'est que n'importe quel, pour formuler les choses alors encore plus crûment, n'importe quel statue du 19e siècle qui est posé dans une rue à Paris, elle est exposée à la zone de pigeons, c'est la vie, c'est l'œuvre d'art de l'espace public. De toute façon, ça concerne. Enfin, les mesures de conservation qui seraient recommandées si on accordait une valeur à cette œuvre, on n'a pas les moyens de mettre en œuvre, et puis finalement, on est content qu'elle soit là. C'est dans ce sens-là où je le formule. C'est bien qu'ils sont montés quand une œuvre dans Paris est dégradée. On n'a pas les moyens de les mettre en œuvre. Je trouve que c'est pas le cas quand on va. On n'a pas les moyens de les mettre en œuvre, c'est-à-dire. Alors ouais. Alors là, on rentre dans la capacité. Formulons plus crûment les choses. La puissance publique encore. La puissance publique, elle admet pas publiquement, ce n'est pas officiellement, mais elle admet, ipso facto, elle admet que la dégradation intervient pour rendre possible l'art dans l'espace public. Ouais. C'est le réel. Ouais, tout à fait. Et j'ai l'impression que la question est posée à nouveau frais, dans la mesure où les œuvres d'art, par exemple, vous parlez, elles ont une valeur, ce qui n'est pas mal en soi. Hein. Oui, tout à fait. De toute façon. Je suis très content que les œuvres aient valeur, bien, c'est ça le problème. Ouais, bien sûr. Si elles n'en avaient pas, autrement dit, si elles n'en avaient pas, la question de la conservation se poserait différemment. Si elles n'avaient pas de valeur, la question de la conservation. Bah alors. Factuellement, c'est un constat que se poserait différemment. Ça s'observe. Je suis tellement pas d'accord, je comprends pas. Ça veut dire, alors si on va jusqu'au bout du truc, ça voudrait dire que si l'œuvre exposée, par exemple dans l'espace public, n'avait pas de valeur, moi en tant que professionnelle, je n'irais pas travailler dessus parce que potentiellement je ne serais pas payée pour ce que je fais. Parce que personne ne demanderait de le faire. Parce que personne ne demanderait de le faire. Donc personne ne demanderait de le faire parce que personne ne se préoccuperait de sa conservation. Vous voyez, c'est pour ça que je comprends pas. C'est ça que je veux dire, oui. C'est d'ailleurs le conditionnel me paraît de trop réel. Ce que je veux dire, c'est que là, vous posez. Parce que vraiment, je pense que la question se pose spécifiquement dans ce débat-là à cause de la notion d'espace public. Oui. Ouais. C'est que toutes les œuvres qui sont présentes dans l'espace public ne bénéficient pas du même niveau d'attention en termes de conservation. Oui. Ça, c'est un fait. Oui. Mais c'est pas forcément grave d'ailleurs. Oui, ça l'est un peu. La question, c'est qu'il y a de fait une régulation par la valeur. Mais en fait, cette régulation, elle n'a pas du tout lieu par la valeur, elle a lieu par justement la propriété de l'œuvre. C'est un peu ce que je vous disais au début, ça dépend de si elle appartient à l'espace public, ça dépend de si la municipalité va prévoir dans son budget un plan de restauration pour ça dépend des compétences directement liées. Donc en fait, ça dépend en rien de la valeur directe de l'œuvre. Tout ce que vous décrivez là comme condition dépend strictement dans 999 cas sur 1000 en dernière analyse de la valeur. Je décris, Oui, je comprends. Mais alors ça revient à dire que du coup, toute l'attention qui est apportée au patrimoine, quel qu'il soit, quel que soit l'objet, le serait parce qu'il y a une hiérarchie et parce que les œuvres sont plus ou moins classées. J'ai envie de vous dire, vous avez envie d'aller jusque-là, j'ai envie de vous dire, c'est évident, dans un musée qu'on ne prend pas soin de la même façon que de la Joconde et que du dernier des tableaux, mais... Et donc, donc oui,
Et en effet, il y a, après nous, dans notre approche, moi ce que je peux se dire, c'est que mon point de vue, c'est que dans notre approche justement, en effet, je ne travaille pas gratuitement, mais ce n'est pas la première question qui se pose. Il y a des gens qui peuvent venir avec des choses qui n'ont aucune valeur sur le marché de l'art, mais qui ont une valeur sentimentale ou historique, et c'est là où on va dans Ruskin et tout ce que vous voulez, énorme, et ils sont prêts à payer pour ça. Vous voyez ? Et donc du coup, on travaille aussi pour ça. Après, voilà, en fait, vous parlez de valeur, là vous parlez de valeur financière directement, puisque de hiérarchie et donc de cote, vous l'avez voté. Maintenant, en fait, cette valeur, elle peut être déclinée en tout un tas de facteurs, et le pouvoir public va accorder une certaine valeur ou pas à l'art qui est exposé au public, pour la visibilité de la communication autour de la culture, par exemple. Donc il y a des villes où ça va être très valorisé parce qu'on estime que c'est très bien vu de faire de la culture. Il y a des villes où ça va passer en dernier des recours. Mais après, nous, dans l'approche, finalement, c'est vraiment quelque chose qui est limite mis de côté, finalement. Ouais, je comprends, mais... Ouais. Comme toute personne qui travaille sur les œuvres d'art, oui, bah oui. on se met à travailler, on travaille bien. Ouais, voilà. C'est pas le problème. Et si elle n'en avait pas... C'était par rapport à ce que tu disais sur toujours sur ce centre commercial, on parlait justement de la possibilité que ce soit dégradé, que ce soit dérobé, etc. Il y a quand même un facteur qui est important, il me semble que c'est une collection d'entreprise et pas une collection particulière. Ce qui veut dire que ça fait partie des actifs de l'entreprise, ça veut dire qu'il y a des comparables sur la question. Parce que ça veut dire que les œuvres sont dégradées, c'est aussi des actifs qui disparaissent. Donc même là, la valeur, elle a... Voilà, mais la valeur, elle a un c'est aussi ça qui aide peut-être à en prendre soin. Ah, totalement. Et par ailleurs, il y avait aussi un autre aspect qui est important qu'on a abordé à la séance précédente concernant les publics des œuvres. On sait très bien aujourd'hui que dans les musées, notamment publics, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas pour des raisons de légitimité, etc. Tout ça, on le sait, il y a des recherches très importantes sur toutes ces questions, notamment en sociologie. On en avait discuté avec Eva Baron-Carvel qui était invitée à la séance précédente. Et il y a la question, qu'a abordé tout à l'heure Julien, sur les œuvres dans l'espace public, mais qui restent quand même liées souvent à justement un récit institutionnel qui fait que, et puis ça fait aussi partie entre guillemets du paysage dans le sens où on passe devant, on ne s'arrête pas forcément. Et là, il y a la question des œuvres dans un centre commercial, donc effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent, comme tu disais, c'est bien, etc. On peut en parler, mais il n'en demeure pas moins que c'est peut-être aussi un public qui ne va pas forcément aller dans un musée, qui va aller là. Et donc là, ça pose aussi la question des œuvres qui sont réellement accessibles, parce qu'on parle tout le temps des œuvres dans les musées publics qui sont censées être accessibles à tout le monde, et qui ne le sont pas dans les faits. C'est-à-dire que oui, les gens peuvent y aller, que pour des tas de raisons. C'est un acteur privé, certes, mais qui va peut-être réussir là où parfois les musées publics ne parviennent pas. Oui, mais en même temps, il va manquer un facteur, et là j'irai plus loin dans l'accessibilité, c'est que du coup la poser là ne suffira pas. Voilà, tout à fait. Mais justement, et c'est là où en fait ça pêche, parce que pour eux, dans leur vue d'actif, la poser là, pour eux ça suffit. Eux, ça y est, ça c'est fait. Tu parlais du dispositif d'application avec la médiation, tout à fait. Qui n'est pas suffisante non plus, parce tout à qu'il fait. faut avoir un smartphone et que ça coûte cher. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je suis assez curieuse et que je ne me suis pas encore renseignée sur la question, mais qu'on avait repéré, d'ailleurs avec une collègue ici, des gens donc, qui étaient floqués médiateurs culturels directement et qui avaient vocation, qui sont là autour des œuvres et qui ont vocation à renseigner le public quand ils posent une question. Et après, c'est toujours pareil, ça dépend de la personnalité des gens qui sont plus ou moins avenants à essayer d'attraper le public qui vient faire son marché pour dire au fait, ça vous avez vu, c'est une œuvre d'art, est-ce que je vous en parle, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Il y a juste un dernier point, je vais aborder qui est dans le technique sur parler de la défiscalisation, mais enfin, défiscalisation pour des œuvres dans le cadre d'une entreprise, c'est 0,5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Autant dire que concrètement, c'est peanuts. C'est rien. C'est juste un facteur d'ordre de positionnement de l'État par rapport aux collectionneurs, notamment collectionneurs d'entreprise, pour dire vous avez le droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vide juridique qui pourrait se retourner contre les collectionneurs, et notamment dans le cadre des fondations d'entreprise et des collections d'entreprise. Donc c'est pas vraiment d'ordre financier, oui, c'est ça. C'est pas le but d'initiative. Et c'est important aussi de remettre les choses dans leur contexte. Voilà, par rapport à cette question-là, et le positionnement de la public. Ouais, bien sûr, c'est même essentiel. Faut le faire. Du coup, encore. Je
Oui, on s'occupe de tout. Des écrans catholiques qui n'existent plus. Alors je sais que ça a amené à des absurdes, comme ça, on peut chez chacun, soit un téléviseur pour prévenir le fait on aura plus le lecteur, peut-être la cassette, je ne sais pas. Quel type de choix, ça ne fait pas partie de fait par rapport à ces œuvres. Quand on vous amène un Anjoupa qui ne marche plus parce qu'on a l'ordinateur à ses amis, qu'est-ce que vous faites? En fait, là, ça dépend du contexte. C'est jamais 2 fois le même choix. Ça peut vraiment dépendre du contexte et de plusieurs facteurs. Ça peut être un contexte où c'est passé aussi à l'échelle d'un artiste. On sait que pour cet artiste, on commence à développer ceci. Mais c'est valable pour l'art vidéo, mais par exemple, alors, je ne vous ai pas parlé des artistes, mais c'est des gens avec qui on travaille aussi. Puisque petit à petit, la conservation, ça a fait son chemin, je vous ai dit, donc déjà du public vers le privé, et puis aussi jusque chez l'artiste, et là c'est très intéressant en général, et c'est des problématiques qui sont arrivées aussi avec l'art contemporain concrètement, parce qu'une œuvre en plastique, on ne sait pas très bien comment ça va vieillir, on ne sait même pas du tout, et puis des fois, très vite en fait, ça conduit à des vieillissements prématurés ou des choses inattendues. Alors, il y a plusieurs choses qui existent. Les FRAC, notamment, avaient développé, c'est plus ou moins homogène sur le territoire, des questionnaires, par exemple, d'artistes. C'est-à-dire que loin de conditionner la production artistique, ils allaient au moins se renseigner sur comment c'était fait. Ce qui est déjà un facteur énorme. C'est-à-dire que nous, ça arrive souvent, quand c'est de l'art contemporain, qu'on n'ait pas directement l'accessibilité à la nature du matériau. On peut faire des analyses, ça coûte cher. Mais des fois, ce qui va encore mieux, avant d'aller faire son analyse, c'est de contacter justement l'artiste et de lui dire bon, concrètement qu'est-ce qui a été utilisé à ce moment-là. Là, on a déjà un premier élément de réponse et donc la documentation, c'est un petit peu le cœur, le nerf de la guerre. Et donc c'est quelque chose, quand on est conservateur-restaurateur, qu'on pense à mettre en place dans l'inventaire, par exemple. C'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, n'existe pas dans un inventaire musée. Et donc petit à petit, ça se met en place et finalement, c'est très productif de ce côté-là. Donc il y a des questionnaires d'artistes qui existent. Il y a des cahiers des charges... c'est un peu compliqué, mais en tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on en vient à appeler un artiste et qu'on pose une question, ça arrive souvent que l'artiste, du coup, s'intéresse et dise mais pourquoi ? Ah oui, ou là, ah oui, c'est devenu comme ça, ah bon ? Et que des fois, ça change quelque chose, qu'il y a un dialogue qui naît et que ça change quelque chose. Alors là, ça pose une autre question qui est jusqu'où la conservation va conditionner la production artistique, du coup, sous quel prétexte ? Nous, il faut savoir, en conservation préventive, de toute façon, on est formé sur tout un tas d'objets, et donc par exemple, moi, le fait qu'un objet ait une durée de vie, c'est pas quelque chose qui me choque. Faut accepter qu'il puisse mourir, et voilà. Après, ça c'est valable pour l'art contemporain. Quand vous avez un Rotozada de Tinguely, c'est un petit peu plus compliqué, parce que, voilà, il est... Ah bah alors ça va être le propriétaire, mais sinon c'est personne. C'est vraiment, ça va être un consortium éventuel de spécialistes quand on pense à les contacter justement. Et alors des fois ça donne à, je sais qu'à Marseille, il y en a qui avaient restauré en allant à la fourrière du coin et en demandant, et à la case du coin, en allant voir le bonhomme et en demandant une courroie comme ça. Oula mon petit monsieur, une courroie comme ça, mais alors là il faut aller chercher loin. Et finalement ils avaient réussi à restaurer. Ils avaient restauré, mais parce que les restaurateurs ont redoublé d'imagination, ils se sont dit mais qu'à cela ne tienne, je vais aller voir la casse. Mais après ça a posé beaucoup de questions sur... il y a aussi beaucoup de questions qui sont posées sur tout ce qui est facsimilé et remplacement. Et donc voilà, c'est des questions qui sont très liées à l'art contemporain, mais pas que, parce que les premiers facsimilés qui ont été faits à Versailles, par exemple, et ça posait de grandes questions, puisque par exemple, les œuvres qui ont été facsimilées pour des raisons de conservation ont ensuite été envoyées pour des expositions dans d'autres pays. Et donc là, on dit, ah bah tiens, en lieu et place, elle n'était pas bonne à être conservée, il fallait faire un facsimilé en urgence, mais par contre, dès qu'elle est dans la réserve, elle a le droit de voyager autour du monde. C'est un peu spécial. Ça a fait naître des débats. Hein. Ça a fait naître des débats, et c'est des choses sur lesquelles c'est toujours pas, enfin, tout n'est pas toujours clair. Tout n'est, enfin, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, mais quand même, il y a de la déontologie qui se crée au fur et à mesure, parce que par exemple, si la décision devait être prendre de faire d'une VHS un DVD,
ça peut pas se faire comme ça, parce que toute la question, ça va être qu'est-ce qui est l'œuvre. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est des problématiques en tant que chercheur, vous y êtes confrontés, mais dans la pratique, il y a des gens qui vont pas se poser 2 fois la question. Il va prendre la VHS, il va en faire un DVD, puis on pensera que l'œuvre a toujours été sur DVD. Enfin, s'il n'y a pas d'anachronisme, vous voyez ce que je veux dire, on se pose pas, voilà. Mais en tout cas, c'est important de se poser des questions, et ça donne jusqu'à certaines choses. Et par exemple, ça donne lieu à des situations improbables. Et par exemple, en conservation préventive, quand on développe ne serait-ce que des préconisations d'usage, en fait, ça sensibilise déjà à ça. C'est attention, cette œuvre, elle est faite en tel et tel plastique, ça veut dire que potentiellement elle est amenée à vieillir comme ça, dans tel temps, si vous l'exposez comme ci, comme ça. C'est pareil, c'est pas restrictif en soi, c'est informatif, mais au moins ça pose des cadres, tout du moins, sur du factuel, et puis peut-être que du coup ça permet d'agir déjà en amont. Et du coup la problématique est beaucoup moins dans l'urgence, et c'est beaucoup moins un sujet à débat. C'est de fait, on va savoir que potentiellement un jour on va devoir en faire un DVD. Donc on va tout de suite se poser la question de est-ce qu'on peut ou pas, vous voyez ? Et donc il y a une question de temporalité dans ces questions-là, en fait. À quel moment on agit, à quel moment on se pose la question, et à quel moment et comment, sous quelle forme on résout le problème. Mais en général, c'est très lié au contexte. Il y a des gros vides. Hein, ça va être beaucoup les personnes liées aux personnes et au contexte. Il n'y a pas une réponse valable pour tout. On peut pas. Là, typiquement, de toute façon, en conservation d'œuvres d'art, le standard, ça n'existe pas. À chaque objet, il faut recommencer de zéro. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que... Ça serait d'être un peu plus dans votre travail, pour que vous disiez que ça se devient urgent. Donc, on fait la contemporaine, on va la contemporaine, on va tous se poser la question, ça va faire un vieillissant. Oui, justement, par exemple, en conservation préventive, quand on commence à prévenir des fois sur certaines choses, c'est pas grave, on peut le refaire, ça. Moi je le refais. Donc vous dites, et donc c'est là où vous avez toute cette sensibilisation à faire. Non mais c'est plus que ça, c'est pas juste voilà. Et donc en fait la question c'était on est rarement incompris, parce qu'au contraire en fait l'approche surprend. Et quand, vous, c'est des questions que vous posez parce que vous êtes chercheur en histoire de l'art sur qu'est-ce qu'on fait pour conserver l'art vidéo, mais en général, finalement, les gens qui, de prime abord, se posent pas la question, quand on vient les sensibiliser au fait que, ça a une unicité, ça peut pas être remplacé comme ça, finalement, c'est une porte qui s'ouvre à eux. C'est « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça ». Et non, c'est rare qu'on soit... Après, par contre, par exemple, la grande difficulté de la conservation préventive, c'est que ça n'a pas des effets, par exemple, immédiats, visibles. Et ça, c'est, si je vous ai posé la question au début, mais vous aviez dit que vous avez déjà entendu parler de conservation préventive, ça veut dire que c'est une notion de base. Les effets immédiats et visibles, du coup, ça peut être perçu comme il faut que je dépense de l'argent, mais pourquoi faire ? Potentiellement, ça se dégrade, je sais pas, tout ça. Et donc ça, justement, par exemple, c'est un facteur où on s'est dit, dans le domaine privé, ça va avoir du mal à passer, puis pas du tout. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de bon sens. Et finalement, on n'est jamais incomprise, parce qu'on n'a jamais besoin d'argumenter très longtemps pour que les gens comprennent que, en effet, il y a risque et que, ça arrive. Voilà. Sur les œuvres exposées en extérieur, par exemple, mettons une œuvre qui est faite dans un matériau d'un certain endroit géographique, qui va être achetée par un acheteur qui vit dans un tout autre contexte environnemental et qui va vouloir aussi exposer cette œuvre à l'extérieur parce qu'elle a été pensée comme ça, parce que c'est éconduit, etc. Par exemple, cette œuvre peut être abîmée justement par changement d'environnement qui va adapter le matériau. Et en même temps, elle est faite pour être à l'extérieur. Comment, par exemple ? Là, il y a du parti pris. Il y a du parti pris et de toute façon, il y a toujours des solutions. En fait, on va partir du principe que du coup, elle est faite pour être... En fait, ça va être l'équilibre. C'est du parti pris, mais c'est toujours le parti pris de l'équilibre. Ça va être le compromis entre... à quelle fréquence on va continuer de l'exposer à l'extérieur, sachant que potentiellement c'est un risque pour sa conservation. Puisqu'elle est faite pour ça, ça n'aurait pas de sens de l'exposer dans un autre contexte. Donc on va chercher des solutions. Et là, en fait, c'est là où moi, je disais que la conservation préventive, c'est quelque chose qu'on ne pratique pas seul. C'est là où on fait appel à tout un tas de corps de métiers qui sont parfois complètement étrangers à la conservation-restauration, parce que, je dis n'importe quoi, mais c'est chez le ferronnier, et encore, c'est de l'artisanat, c'est lié, c'est connexe. Mais
on va aller trouver la super idée pour la couvrir temporellement ou la dernière couche de protection de polymère dans le dernier des laboratoires de recherche qui fait qu'on va pouvoir la revêtir. Et finalement, c'est aussi se tenir constamment au courant de ce qui se fait et toujours, c'est des vrais challenges en fait. C'est des questions qu'on se pose tous les jours et on essaie de trouver des équilibres. Et on n'y arrive pas toujours. Et dans ce cas, ça devient un petit peu du parti pris. Et là, c'est soit on accepte, soit après on prévient, c'est-à-dire qu'on peut toujours pallier. On peut essayer, voir comment ça évolue, si c'est trop rapide, ou alors on restaure peut-être à outrance, mais en tout cas on pallie à la dégradation esthétique. Et ça va être un parti pris, par exemple. Mais ça dépendra toujours du coup de l'avis du propriétaire et de tout un tas de choses. Il n'y a pas de recette, mais c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Et en général, même ça arrive souvent pour tout ce qui est fourniture, tout bêtement, fourniture de matériaux premiers, et puis pour la traçabilité en art contemporain, avec quoi c'est fait et comment on fait. Alors ça va que l'art est international et qu'en général on arrive toujours via internet à trouver ce qu'on veut, rien qu'en contactant les gens, quoi. Mais voilà, faut parler anglais, quoi. Voilà. Bon, j'espère que, en tout cas, sur la question des nouvelles formes aussi, de quelles sont les nouvelles formes d'application des recherches et comment on peut arriver à communiquer ou à qui et par quels moyens, je serais aussi curieuse de savoir un petit peu, vous, comment ça se passe et quelles choses vous envisagez, et s'il y a des choses s'il y a des domaines qui vous inspirent ou pas, et si pour l'instant c'est juste... Je connais aucune... mais par mes connaissances, parce que je me suis même pas renseignée, je vous avoue, aucune initiative, et je sais pas... la seule initiative que je connaisse, mais qui du coup n'est pas forcément... c'est... j'ai croisé à Noël dernier une personne qui avait fait une super promotion de sa thèse parce qu'elle avait écrit une BD sur la façon dont elle avait écrit sa thèse. Voilà. C'est tout bête, mais c'est un succès fou, quoi. Donc, alors après, ça peut être un succès sur les chercheurs, mais à qui ça parle, voilà, ça reste un public restreint. Mais voilà, c'est par exemple, je me suis dit, ah tiens, voilà, c'est illustré, c'est tout ça. Je sais pas. À voir. Ah, on a presque plus de batterie. Il fait extrêmement froid, désolée, en plus du problème technique, Merci de votre attention. Merci. Merci à vous.